Alors, bonsoir. L'école d'architecture de Strasbourg est très heureuse d'accueillir M. André Kemp, ici présent, digne représentant de l'atelier Kemp-Thiel, fruit de sa collaboration avec Olivier Thiel. L'installation de l'agence à Rotterdam fait suite à un parcours assez similaire pour l'un comme pour l'autre, passant à la fois par Dresde, Paris ou encore Tokyo, qui leur a permis de mûrir leur vision d'architecture et surtout partager une vision commune. Votre travail d'architecte ne se limitant pas d'ailleurs à la conception, mais passe également par l'enseignement que vous dispensez à Rotterdam, mais aussi à Arnhem. Un point commun que nous partageons ici et qui est mes chers. Voilà. Je suis ravi de vous compter parmi nous, monsieur, vous présenter une des figures contemporaines de l'architecture hollandaise. Un succès qui vous a valu plusieurs distinctions telles que vos nominations au Miss Van der Rohe Award 2009, 2011 et 2013, ou bien encore plus récemment votre nomination à l'Amsterdam Building Award, Gouden AAP, sans oublier vos titres d'architecte de l'année 2009 et 2011. Une reconnaissance légitime quand on connaît votre travail, notamment dans le domaine de l'habitat collectif. Un travail local tout d'abord. En effet, bon nombre de vos réalisations se concentrent sur le territoire hollandais. Un ancrage local qui vous a tout d'abord permis de mûrir votre vision d'architecture, duquel transparaît beaucoup de rigueur et de précision. Votre travail est remarquable à plus d'un titre parce qu'il a su s'exporter, comme ce fut le cas pour la salle de concert que vous avez façonnée en Autriche. Vous l'avez compris, nous sommes tous là pour vous écouter. C'est pourquoi, sans plus attendre, je vous laisse la parole, cher André. Okay. Merci beaucoup pour cette introduction et pour l'invitation. J'essaie de faire la conférence en français. Excusez-moi, mon français un peu germanophone. Oui, la conférence s'appelle IKEA Classicisme et je vais tout de suite expliquer pourquoi. Juste pour introduire notre agence, elle se trouve à Rotterdam dans l'usine Fanel. Peut-être vous avez fait un voyage à Rotterdam, vous connaissez un peu le bâtiment important à Rotterdam. L'usine Fanel, c'est un bâtiment des années 30 avec de tels espaces-là qui sont vraiment géniaux pour une agence d'architecture. Pour avoir des idées un peu ouvertes et avec beaucoup de vitrages, etc. etc. L'agence était établie en 2000 par Oliver Thiel et moi, en fait deux Allemands d'Allemagne de l'Est qui sont échappés à l'Allemagne de l'Est en 1996. On a commencé l'agence et maintenant on est arrivé à une agence de 20 personnes, 22, ça change un peu. On travaille partout en Europe, on a commencé en Pays-Bas, mais on a juste commencé de faire des concours ouverts internationaux et maintenant des concours restreints dans plusieurs pays en Europe et dans des autres pays aussi dans le monde. On a des commandes maintenant en Allemagne, en Pays-Bas, en Autriche, Belgique, France, Suisse, Maroc. Donc on essaie de établir une agence un peu internationale. Oui. Pour comprendre notre travail, il faut comprendre un peu l'histoire de Oliver Thiel et moi, en particulier le pays d'où nous arrivons, notamment l'Allemagne de l'Est, un pays quasiment communiste. Et en Allemagne de l'Est, par exemple, on a envoyé des cartes postales comme celle-ci-là, qui est à voir ici, où on a montré avec une certaine fierté, il y a par exemple deux hôtels qui sont construits préfabriqués, comme le Grand Ensemble en France en fait, et on leur montre avec une photo quasiment identique sur la même carte postale. Ce type de carte postale était envoyé jusqu'à la fin, jusqu'à 1989. C'est-à-dire, la moderne, en fait, a été finie à l'ouest, beaucoup plus avant, en 68, en fait. Mais en Allemagne de l'Est, on a continué ça jusqu'à la fin, jusqu'à la chute du mur en 89. Ou une autre image qui
est emblématique pour tout ça. C'est par exemple les dessins ou l'image, en fait, la seule image en fait, de l'architecture d'Allemagne de l'Est qui est arrivée dans le lexique de l'architecture d'Allemagne de l'Ouest. Il y a un lexique, les Allemands sont très bien avec le lexique et tout ça. Et eux, ils ont fait un lexique vraiment très impressionnant avec tous les dessins des cathédrales du monde, etc., etc. Et d'Allemagne de l'Est, on a mis ces dessins-là, on n'a pas mis une façade ou une axométrie ou une perspective ou quelque chose comme ça. On a juste mis un détail, et c'est ce détail-là. Ça montre la connexion des éléments préfabriqués du système qui s'appelle Plattenbau en Allemagne de l'Est, qui est un peu comme le grand ensemble en France, et les détails types de tout ça. Donc ça c'est notre éducation, on pourrait dire, comme enfant, comme jeune. On a commencé l'étude d'étudier l'architecture après la chute de mur. Et bien sûr, on était très très idéologé pendant le temps de l'Est, et on se pose toujours les questions de comprendre la société vraiment, parce que si on ne comprend pas la société, on ne peut pas faire une architecture véritable, on pourrait dire. Donc pour faire une architecture honnête, véritable, il faut savoir qu'est-ce qui se passe autour de soi-même en fait. Donc il faut se poser la question, c'est quoi notre époque? Et nous pensons que dans le domaine de l'architecture, on peut parler de faire plus pour moins, c'est-à-dire les prix sont abaissés, on peut parler de cheapness en fait, de standardisation brutale. On peut clairement identifier une crise des identités, une accélération des perceptions, des pressions des médias, une diminution du rôle de l'architecte, subculturalisation de la profession. En fait, à la fin, il y a 95% de la production, on peut appeler grise, sans face, sans caractère, et en même temps, tout le monde parle de ce thème qui s'appelle durabilité, entre guillemets. De plus on parle de la durabilité, de plus on a l'impression qu'on produit de la production grise. À la fin, il manque, il n'y a aucune approche holistique. Et on pourrait se poser la question si cet âge de néolibéralisme, cette liberté, peut-être veut dire aussi qu'on ignore simplement des contraintes qu'il y a et qu'on ne veut pas voir peut-être. À la fin, notre temps, notre âge, c'est de produire des choses bon marché, n'importe comment. Et pour ça, on a pris le label de IKEA. Ils n'aiment pas ça, d'utiliser le label pour une telle conférence, mais on fait quand même. Le label de IKEA, en fait, c'est emblématique pour cet âge-là. Il y a aussi de bons produits, etc. C'est tellement ambigu. En même temps, nous sommes très intéressés au classicisme, à l'architecture classique et classiciste. Et pourquoi? Parce que, en fait, oui, on est à un certain moment arrivé de se poser la question, quelle architecture est vraiment intéressante, et c'est toujours des bâtiments comme par exemple le Panthéon à Rome qui est visible ici. Et pourquoi ça? Parce que cette architecture est toujours basée sur une base analytique, logique, rationaliste. On peut constater une continuité historique grandiose depuis 5000 années au moins. Il y a un développement évolutionnaire des prototypes, et il y a des solutions intemporelles pour des questions contemporaines. Et oui, à la fin, ça produit une architecture évidente et holistique, avec des qualités générales, avec des moyens qui sont presque oubliés. On a de temps en temps l'impression, juste avec des dimensions généreuses, une échelle propre, des proportions bien faites, bien choisies, une certaine monumentalité, aussi un thème qui est quasiment politiquement pas du tout correct. Il y a une certaine tectonique, ou le moyen de tectonique pour créer la langue de la forme, en fait, la langue formelle. Et on travaille presque toujours avec la symétrie. Et tout le monde aujourd'hui parle de la durabilité, mais à la fin, cette architecture-là, qui n'était pas du tout conçue comme durable, on dirait guillemets, est la plus durable qu'on peut imaginer, malgré peut-être si on doit, par exemple, maintenant rénover le Panthéon,
ça doit être, je ne sais pas, renforcé par des structures métalliques ou quelque chose comme ça. Donc, nous sommes dans la recherche d'un classicisme pour le 21e siècle, oui, ça c'est ce qu'on essaie en fait. Et on essaie ça avec, premièrement, une architecture qui prend une base rationaliste comme base, donc aussi une logique structurelle, c'est-à-dire si on a une structure logique, on a presque déjà l'architecture. On travaille sur la base des prototypes, c'est-à-dire si on a trouvé un type pour un certain projet, pour un certain programme qui résout presque toutes les questions en fait, ou quasiment toutes les questions, on a déjà découvert 50% ou peut-être même plus de l'architecture, c'est-à-dire on peut juste cultiver peut-être le prototype et pas ajouter de déformation ou quelque chose comme ça. On trouve que toutes les activités de bâtiment, de construire, sont racinées dans des raisons très banales. À l'autre côté, le banal, c'est aussi un thème très intéressant parce que presque toutes les typologies traditionnelles sont racinées dans des typologies très 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 banales. Pour ça, cet exemple-là, qui est le palais de l'empereur japonais, qui en fait a construit juste une fermerie un peu plus grande. C'est juste une maison d'un artisan en fait, comment dire, un paysan, qui est juste un peu plus grand, mais la noblesse des détails, etc., on trouve aussi dans le bâtiment normaux de paysans en fait, les logements et tout ça. Ensuite, le fait que tout doit être moins cher, on est toujours en pression d'abaisser les prix et tout ça. Il faut prendre ça comme inspiration, comme IKEA par exemple aussi. Pour ça, par exemple, cet exemple-là, notre premier projet qu'on a pu réaliser, un bâtiment d'une exposition en fait pour montrer de grandes peintures. Et c'était un pavillon temporaire qu'on a proposé d'utiliser de cassier de bière pour construire le bâtiment, le cassier de bière à la fin dans une production spéciale, sans couleur. Et en fait, le fait que on doit juste faire 95% du standard et que 5% des exceptions bien choisies doit être aussi une base. On doit accepter ça comme base. On n'est plus, par exemple, dans le temps des années 60, 70, comme par exemple les architectes comme Renzo Piano ou Norman Foster ont pu dessiner des poteaux comme il veut et ils sont produits vraiment comme ça. Ce n'est plus possible. Il faut juste assembler des choses du catalogue et c'est très 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 difficile de faire quelque chose pas standardisé en fait. À la fin, je pense que nous faisons un minimalisme, peut-être un minimalisme sublime, on espère. En fait, c'est pas un choix libre, c'est en fait, il y a quelque chose qui est imposé par les conditions dans lesquelles on travaille. Et à la fin, peut-être, cet minimalisme dirige dans une direction que l'architecture disparaît, parce que l'architecture peut disparaître dans plusieurs manières, en fait. Et pour concevoir ça dans l'architecture même, on a par exemple conçu ce bâtiment-là pour une exposition au Japon, qui est vraiment juste conçu de acrylique, presque invisible en fait, mais en même temps imposant parce qu'il est il est absolu dans son idée, dans son concept spatial qui est juste d'emballer complètement avec un matériel l'espace. L'articulation du public, c'est un thème qui nous intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui tout le monde pense qu'il faut fragmenter le bâtiment parce que tout le monde ne peut plus accepter par exemple la rigidité d'un boulevard haussmannien en France. Très dommage je trouve parce que les boulevards haussmanniens sont une des choses les plus importantes en France dans le domaine de l'architecture. C'est-à-dire, selon nous, il faut trouver des articulations publiques dans des bâtiments qui unifient, qui en fait créent aussi des gestes unifiants de monde, de gens, comme peut-être aussi Boulay a essayé avec ses études, etc. On a eu une exposition en 2004 à Berlin, et pour ça on a pensé la première fois sur notre architecture, et on a trouvé
le thème de la neutralité spécifique, qui veut dire en fait que oui, aujourd'hui, tout le monde cherche une architecture très particulière, spécifique, qui s'y distingue. Chaque ville veut être différente que l'autre ville, etc., etc. Et les architectes veulent se distinguer de l'autre. Et en fait, c'est un peu fou parce qu'en même temps, on est confronté avec une volonté, une force de faire tous neutres, comment dire, qu'on peut relouer, revendre tous, etc., etc. Il y a une contradiction entre les deux qui était peut-être toujours dans l'histoire de l'architecture, mais qui est assez fort aujourd'hui, et on sait bien de trouver une architecture qui unifie les deux aspects contradictoires dans une synthèse, en fait. Donc on cherche ça, une architecture objective dans un âge de subjectivisme, une architecture absolue en temps de relativisme, une architecture holistique en temps hédoniste, en fait. Donc ça, c'était un peu l'introduction, on pourrait dire théorique. Et maintenant, quelques projets. Je vous montre 3 groupements de projets. Premièrement, des logements. Et le projet de logement, c'est quelque chose de particulier en fait en Pays-Bas. Il y a beaucoup des agences de notre génération qui ont commencé avec des logements, qui ont eu la chance de faire ça. Et on a commencé en fait notre carrière avec le concours pour Europan 5. On a gagné le premier prix pour 300 logements sur le Kop van Zout à Rotterdam. Un projet qui n'était pas réalisé à la fin, mais avec une idée très claire et une idée architecturale, mais aussi une idée de logement. Comment vivre dans la ville, c'est-à-dire on vit ici dans des logements qui sont juste 5 mètres de l'épaisseur. Le logement spatialement unifié, la ville à l'extérieur et la cour, une partie de la nature un peu intensifiée en même temps en fait. Et on peut ouvrir le logement complètement avec des portes harmonica pour en fait changer le logement dans une terrasse. Et oui, après ça, on a commencé l'agence et on a essayé de juste réaliser au moins une partie de cet idéalisme, de ce projet du concours. Dans le premier projet qu'on a réalisé, par exemple des maisons mitoyennes qui sont visibles ici au sud du Pays-Bas, ou les maisons mitoyennes à Amsterdam-Ostdorp, ou un autre projet à Amsterdam-Eiburg, un projet de logement pour un promoteur. Et peut-être un projet qui est très emblématique de tout ça, c'est notre projet de logement des étudiants à Zwolle, 64 logements des étudiants pour un prix assez ridicule, pour lequel qui connaît un peu le prix dans le secteur du bâtiment, 800 € par mètre carré brut, il faut dire. Logements sociaux et étudiants. Et pour réaliser une qualité dans un tel prix, nous avons développé des stratégies en fait. Et la stratégie en fait, c'est de dire, on fait premièrement des volumes compacts, le plus compact, le plus épais possible, parce qu'avec ça, on peut réduire la surface de la façade qui emballe le volume ou le mètre carré qu'il faut juste emballer avec la façade. On fait des logements qui sont orientés, qui sont des logements panoramiques. Et on peut peut-être, avec cette stratégie, se permettre de faire une façade complètement vitrée parce qu'on a réduit la surface de la façade tellement beaucoup qu'on peut juste élargir le prix par mètre carré de la façade. Le projet se trouve ici. C'est typiquement un grand ensemble en Pays-Bas. En Pays-Bas, on a commencé depuis les années 90 de refaire le grand ensemble. Refaire veut dire on démolit tous et on construit à nouveau. Le Pays-Bas, c'est le pays de start from scratch, on pourrait dire. Et il faut imaginer que les bâtiments qui ont été là, c'est ceux-ci-là, qui ne sont pas mal. La nature est bien gérée. En fait, tout est comme sur les esquisses de Le Corbusier, avec les arbres qui sont grands, etc., etc. Mais à la fin, le maître d'ouvrage tire la conclusion qu'on ne peut plus changer les bâtiments parce que la qualité ne suffit pas pour l'avenir, en fait.
Et on a eu 3 commandes en fait, et je vous montre celui-là. Les autres sont arrêtés à cause de la crise. Aux Pays-Bas, la crise a arrêté toutes les activités de l'architecture en fait. Et on voit bien la tour ici avec un terrain de parking oui, beaucoup de jardins, des espaces verts autour. Voilà, le bâtiment, oui, entre des ruines de bâtiments démolis en fait. On voit bien la tour complètement vitrée autour et le plan du rez-de-chaussée qui montre bien comment ça marche. On a un noyau d'accès au milieu et on a les logements qui sont juste développés autour de ces noyaux d'accès. Il y a des logements mono-orientés au milieu et il y a des logements qui sont orientés vers l'angle. Vers l'angle, il s'agit de logements avec 3 chambres à coucher, c'est pour 3 étudiants qui partagent un séjour. Et il y a des studios entre les logements vers l'angle. Ils sont beaucoup plus grands qu'en France, il faut dire. En France, à mon avis, les logements des étudiants sont un tiers de ça. Il faut dire aussi le logement le plus petit en Pays-Bas de logement social, par exemple celui-là, c'est 95 mètres carrés en T3 en France. Ou en France, ça serait un T5 qui est un T3 en Pays-Bas. Et voilà, le bâtiment avec oui, cette apparence complètement ouverte et la coupe. On essaie toujours aussi d'intégrer des qualités dans les zones collectives en fait. Là, on peut voir un vide qui traverse le bâtiment complètement. Aussi quelque chose qui est impossible en France avec toutes les exigences des pompiers, mais qui ajoute bien sûr une qualité remarquable bien sûr pour le bâtiment. On n'a pas seulement un noyau anonyme, mais on a vraiment une qualité spatiale. L'entrée en double hauteur, et voilà l'atrium, bien sûr béton brut parce qu'on n'a plus eu de l'argent pour même peindre le mur à la fin, mais c'était pas du tout un souci pour le maître d'ouvrage. Voilà. Et le logement, tous comme ça, avec oui, de vitrage 100%, avec des vues formidables vers l'environnement en fait. Le bâtiment était loué et aussi vendu. Il y avait des logements à vendre aussi dans 2 semaines parce que la relation entre le prix et la qualité qu'on a pu acheter, c'était énorme. Les détails, on a bien sûr pas seulement la stratégie de faire le bâtiment compact et tout ça pour achever une telle qualité, mais on a pas mal se posé sur le fait de vraiment apprendre à comment construire en fait, de comprendre bien avec quels moyens techniques on peut achever une telle qualité, c'est-à-dire l'appel à tous les architectes de se poser sur les questions techniques, sur les questions de l'économie, etc., etc. Tout ça, c'est possible juste avec le moyen de travailler très systématiquement, de connaître très bien le système de fenêtres et tout ça, qu'on peut convaincre aussi les entreprises et les maîtres d'ouvrage, etc., etc. Voilà un fragment. On travaille beaucoup aussi avec de modèles, de maquettes dans plusieurs échelles, aussi dans l'échelle originale. On fait des mock-ups, par exemple, soit dans les entreprises, soit chez nous, dans notre agence. Et voilà le bâtiment, encore une fois. Aussi quelque chose de remarquable, c'est bien sûr, si on essaie de faire une telle architecture, c'est pas seulement de dire oui, on fait que de vitrage, etc., etc., mais c'est aussi la question comment faire le tram, par exemple, des trams régulières, des trams assez royales pour avoir à la fin aussi de dimensions royales de portes coulissantes. Dans ces cas-là, par exemple, ce sont les plus grandes portes coulissantes qu'on peut faire, de 250 kg par pièce. Et oui, comme ça, on a une architecture qui est très très neutre, mais en même temps spécifique, juste à cause de proportion des éléments et tout ça. Juste rapidement, un deuxième projet de logement, 115 logements à La Haye, en Pays-Bas aussi, avec aussi un budget ridicule,
900 € par mètre carré, aussi des logements sociaux, même type de maître d'ouvrage, quasiment public. En Pays-Bas, ils sont privatisés, mais ils sont quasiment publics. Et juste pour vous montrer un peu comment on travaille normalement, on utilise souvent le même type de porte coulissante, le même type de détails, et on juste améliore systématiquement les détails. Par exemple, ici, on a quasiment les mêmes détails que dans le projet que j'ai juste montré. Mais par exemple, les zones entre les fenêtres, ils sont maintenant extrudés. Hein, ils sont des éléments extrudés parce il y a pas mal appris dans l'autre projet qui sont des éléments chanfreinés. Oui, avec l'extrusion et avec les détails plus fins à la fin, on a à la fin achevé encore une élégance plus forte, je pense, dans les détails et dans l'apparence du bâtiment. Aussi des autres choses, bien sûr, des vitrages fixes qui sont plus grands. Les trames ici sont plus grands, ce sont des trames de 7,20 m pour avoir cette apparence très généreuse. Aussi des espaces collectifs, ici un grand vide qui traverse le bâtiment et des duplex sur le rez-de-chaussée avec un vide dans le duplex. Oui, les appartements avec des vues généreuses vers cette parc devant le bâtiment. En Pays-Bas, il y a une grande crise. On n'a plus de travail là, en fait. Nous avons maintenant encore deux chantiers et pour le reste, pas de projets nouveaux. Et pour la plupart, on travaille en Belgique et maintenant aussi en France et en Suisse. Une des questions, c'était par exemple, parce que le sujet du logement, c'est toujours un sujet très sensible. Comment est-ce qu'on pourrait traduire cette attitude qu'on a appris en Pays-Bas? En fait, l'architecture, en Pays-Bas, on fait une architecture des étrangers, parce que moi je suis étranger là, qui a une certaine distance avec les néerlandais, et on fait en fait une architecture néerlandaise, la plus néerlandaise qu'on peut imaginer en fait, avec les grandes fenêtres qui sont là traditionnellement comme ça. Et oui, comment est-ce qu'on peut traduire cette qualité qu'on aime bien en fait, qui était aussi un peu la raison pour déménager là. Comment est-ce qu'on peut trouver une architecture un peu adéquate pour des autres contextes culturels. Et bien sûr, les Pays-Bas, c'est un contexte calviniste, protestant. On aime bien de s'exposer aussi un peu. Et bien sûr, au sud, en Belgique et aussi en France, c'est une culture catholique, c'est autre chose. Et oui, comment est-ce qu'on peut juste trouver des manières à offrir une qualité pareille, mais quand même adaptée au contexte. Et avec ce projet-là, qu'on a gagné dans un concours pour Paris Habitat, à Paris, on a pas mal, je pense, réussi de trouver un concept avec, oui, l'idée de, premièrement, trouver un concept le plus compact possible, le plus épais possible. Avec une certaine fierté, on peut dire que le projet est 30% plus compact que toutes les 35 projets qu'on a analysés, le projet français. Malgré peut-être la Coton-Basel qui sont encore mieux. Mais oui, on a proposé de faire un jardin d'hiver autour du bâtiment entier. Donc une architecture structurelle avec une idée, une qualité structurelle partout. Et oui, je vais expliquer en détail. Le projet se trouve là, au nord de Paris, dans la porte Montmartre, juste à côté du boulevard périphérique, où on est en train de refaire aussi un quartier des années 60. Cette tour-là, aussi très, très marrant, c'est la même tour que la tour Bois-le-Prêtre, qui était reconstruite par la Coton-Basel. Le même maître d'ouvrage, Paris Habitat. Et cette tour-là est quand même, malgré on a l'expérience maintenant de la tour Bois-le-Prêtre, on va démolir cette tour-là. La tour se trouve 500 mètres en distance et les gens là vont déménager dans notre bâtiment en fait. C'est très particulier en fait comme circonstance. Les quartiers pour le reste avec des bâtiments des années 30, avec un parc devant notre bâtiment et oui, quelques modèles, quelques maquettes du concours.
oui, encore une fois, une manière très systématique de s'approcher le sujet, en fait. Ça, c'était le plan d'une étude de faisabilité avant, et on a fait, en fait, plusieurs propositions avec 3 petits bâtiments, avec des bâtiments en longueur, etc., jusqu'au moment qu'on a trouvé ça. 2 bâtiments très, très épais, très compacts, avec une cour qui a ici une façade en biais, pour juste achever de vue pour le voisin, qui était un souhait du programme, en fait, d'avoir de vue pour le voisin vers le parc qui se trouve là, en fait. Ça, c'est le rez-de-chaussée avec quelques caves et un cabinet dentaire et une PMI, et les entrées pour le logement. Dans le concours, les entrées vers la rue. Après, on a convaincu le maître d'ouvrage de faire les entrées vers la cour. Voilà le projet avec ici le boulevard périphérique, et tout ça, ce sont des projets aussi nouveaux. Et le souhait de vue vers le parc René Binet qui se trouve là pour le voisin ici, qui a donné aussi bien sûr cette ouverture de la cour. Bien sûr, à Paris, les réglementations sont très très compliquées. Le PLU, c'est très très difficile à comprendre avec les gabarits et tout ça. Oui, on a réussi de rester en dessous de ce gabarit-là, pour rester dans une forme très simple, avoir assez des éléments, comment dire, pareils, etc. Le plan type du concours, ici avec, l'idée de faire vraiment un prototype pour les conditions en France, avec des logements toujours en angle, juste 2 logements mono-orientés, les cuisines dans le coin du logement pour un peu jouer avec le fait que la cuisine française est quelque chose de haute qualité, et que la cuisine en fait reçoit la meilleure place dans le logement. Et l'autre bâtiment, juste une version de ce bâtiment-là avec cette façade en biais. Et voilà le jardin d'hiver structurel autour du bâtiment entier, en fait, avec toutes les pièces orientées vers ce jardin d'hiver, qui sert bien sûr comme espace tampon thermique pour la situation en hiver et en été, mais aussi c'est un peu notre moyen de traduire notre architecture dans le monde catholique qui a besoin d'une certaine intimité, un certain recul dans ton séjour, que tu ne vois pas directement ou tu n'es pas vu par le voisin directement. Juste une zone tampon aussi pour l'intimité de locataire. La maquette du concours, et voilà le projet maintenant qui est, on espère, on commence le chantier en printemps 2014, avec, tous les logements. C'est très très difficile de garder une certaine régularité de tram et tout ça, parce que, en France, c'est tellement compliqué de résoudre toutes les exigences, en fait. Et l'autre plan, maintenant la version du Pro, de la phase Pro, mais quand même la qualité spatiale des logements est gardée. Et il y a quelques vues du jardin d'hiver et les façades. Et les détails, bien sûr, si on fait juste un détail, c'est plus facile de se concentrer à faire ces détails vraiment bien, c'est-à-dire ça coûte beaucoup d'efforts de trouver un bon système de portes coulissantes pour le jardin d'hiver, ça coûte beaucoup d'efforts pour trouver un bon système qui est aussi à payer pour les portes coulissantes et la façade isolante. C'est aussi très difficile, bien sûr, de trouver un moyen de faire ici une rupture thermique, dans ces cas-là artisanale, qui est faisable autour du bâtiment entier, etc. etc. Et c'est typiquement pour notre manière à travailler de mieux réduire le nombre de détails, réduire la diversité de moyens, de matériaux, etc. et se concentrer à un certain minimum de détails. Bon, et on a aussi un projet à Anvers de logement, même chose en fait.
l'idée de traduire ça dans le contexte catholique, aussi en Belgique, ils sont complètement différents qu'en Pays-Bas, malgré qu'ils parlent la même langue. Et ici, le même concept qu'on fait un bâtiment très très épais, très profond, très compact. Dans ces cas-là, avec des logements mono-orientés et un logement, il y a de 3 orientations dans la tête du bâtiment, avec de très 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 grands jardins d'hiver. Ils sont de 25 mètres carrés chaque jardin d'hiver, plus ou moins. Un plan ou une idée qui est devenue, qui est développée du plan MAS, qui a été conçu, inspiré par Lacaton-Vassal. Il faut dire, tout le monde trouve Lacaton-Vassal très très chouette en Belgique en ces moments-là, en particulier dans le logement. Et ça nous aidait de convaincre les maîtres d'ouvrage de faire de grands jardins d'hiver. On les appelle bigger and cheaper. Qui est pas du tout la vérité, parce que c'est plus grand et plus cher à la fin, mais bon, on s'en fiche, on est très, très heureux de faire ça. Et voilà, le jardin d'hiver, avec de grandes portes coulissantes, en fait, et derrière le logement. La deuxième partie de la conférence, je voudrais vous montrer quelques projets publics de construction neuf. Le troisième, ce sont des projets publics de rénovation. Et ça, maintenant, des constructions neuves. Comme déjà dit, on a commencé l'agence avec ce projet-là, qui était la première réalisation. Un bâtiment de Cassières à Pierre, pour un prix assez bas, un prix nul, on pourrait dire, très très bas. Et le deuxième projet, c'était ces pavillons-là. C'était les pavillons pour l'exposition internationale de jardin en Allemagne, le pavillon néerlandais, dans lequel on a pu réaliser un bâtiment complètement vert, complètement planté, on pourrait dire, un peu une idée romantique allemande peut-être, de faire une pergola énorme. Et un autre petit bâtiment qu'on a réalisé en Pays-Bas, à Rotterdam maintenant, au centre de Rotterdam, une scène pour des événements temporaires, juste devant la cathédrale, qui montre un peu le même langage architectural, qu'on essaie toujours de trouver une architecture qui est assez simple, qui est juste un moyen juste une structure en fait, qui offre des possibilités, mais qui ne définit pas trop, qui laisse une certaine neutralité, une certaine ouverture pour les activités qui se passent là. Et le projet que je voudrais vous montrer plus en détail, c'est un centre de jeunesse à Amsterdam, très petit, pour une demi-million d'euros. Concours était en 2005, la réalisation jusqu'à 2011. Le projet prend du temps, très souvent. Oui, pendant le concours, on a présenté ça, un bâtiment d'un étage en fait, avec 2 pavillons dedans, avec une serre comme bâtiment en fait, qui coûte très bon marché. Mais à la fin, la volonté de la ville était de faire un bâtiment en 2 étages, malgré le programme était ridicule comme taille, comme mètre carré, comme surface. Et donc on était obligé de superposer le programme. Et à la fin, le projet qui était construit, c'est celui-là. Très très petit, avec la superposition d'une partie publique d'accueil, avec un petit bureau et une salle de fête qui était superposée. En fait, une stratégie un peu fou, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette volonté de la ville? Et le projet réalisé, on peut voir ici. Et ça montre encore une fois aussi, comme l'habitude, une stratégie économique qui est dans tout le projet. Dans ces cas-là, bien sûr, la compacité, le projet est très très compact. Et aussi la répartition de l'argent. Ici, on a une façade complètement vitrée. Ce sont des vitrages même collés, en fait très chers. Ça, c'était faisable parce que ici, dans cette partie-là, on a juste complètement fermé le bâtiment parce que là, c'est la salle de fête. On n'a pas besoin des vues. On veut aussi avoir un espace peut-être noir. Et ça, on a emballé avec la façade isolante la moins chère qu'on peut trouver. C'est une technique polyuréthane, de la mousse polyuréthane qu'on utilise normalement pour
pour des grandes boîtes de gaz ou de pétrole dans le port de Rotterdam, qui coûte vraiment rien, 30 € par mètre carré ou quelque chose comme ça. Et voilà le projet. Un noyau au milieu avec le bureau et les toilettes et tout ça, et 2 espaces pour l'accueil. On a dû répartir en 2 parce qu'il s'agit d'un quartier avec beaucoup de Marocains et des gens comme ça, où les filles et les mecs sont juste répartis. Ça pourrait dire par exemple qu'ici il y a les mecs et là il y a les filles. En fait 2 escaliers avec l'espace de fête en haut, et ça aussi on peut couper en 2 pour avoir des fêtes pour le garçon et pour les filles à la fin, avec de placards là. Et en coupe, on a des éclairages zénithaux qui donnent quand même pas mal de la lumière naturelle. Et voilà le bâtiment avec la mousse polyuréthane dans plusieurs vues et des poteaux métalliques dans les angles. Et voilà. Et donc oui, l'espace en haut avec le placard et la porte qui peut répartir en 2. Et les détails, on peut voir bien, les détails sont pas mal élaborés, ils sont vraiment élégants, malgré il s'agit vraiment d'un budget ridicule pour un tel bâtiment public, avec toutes les installations et tout ça bien sûr, etc. La technique est aussi très très industrielle, très bon marché, on peut voir bien, c'est normalement qu'on utilise pour des halls industriels, dans la banlieue des villes néerlandaises. Et après, on juste mettre la mousse dessous de tout ça, comme une sauce en fait. Et on le peint après avec une couche pour protéger le matériau contre la lumière du soleil en fait. Et voilà, on peut voir en détail comment ça marche. Des détails comme ça, une boîte aux lettres dans la porte, c'est toujours quelque chose dur à convaincre les maîtres d'ouvrage et les entreprises et tout ça, mais c'est quelque chose qui fait l'architecture. On peut voir aussi, les détails sont bien élaborés, la porte est collée, le vitrage est collé sur des profils standards avec des assemblages, des profils extra, etc., etc. Tout ça c'est très très bien fait à la fin, et ça toujours avec le contraste de la mousse plus haute. Oui, à la fin c'est ça un peu. Et un autre projet public et construction neuf, la salle de concert France Liszt en Autriche. Bien sûr, nous comme des Allemands, nous avons fait beaucoup de concours aussi dans le monde germanophone, en Allemagne, Autriche et en Suisse. Il faut dire qu'en Allemagne, on a arrêté un peu parce qu'on a constaté que l'Allemagne c'est trop allemand, et nous avons trop d'Allemands aussi peut-être, et c'est pas vraiment intéressant pour nous. C'est plus intéressant de travailler dans des autres contextes où on a plus de tension entre nous et les locaux, pour l'appeler les gens comme ça peut-être. Et aussi en Autriche, c'était tellement intéressant parce que le contexte culturel c'est complètement différent qu'en Allemagne. Et c'était un concours international ouverte, où on a gagné le 2e prix, et dans une procédure de négociation, on a convaincu le maître d'ouvrage de prendre nous, malgré il y avait parmi les autres lauréats, il y avait des Autrichiens aussi et tout ça. Et oui, ça c'est Franz Liszt, le compositeur qui était né là, dans ce village-là. C'est un village en Autriche, il faut dire, c'est très proche de la frontière hongarienne. Et un très petit village, et Franz Liszt, il était né dans ce bâtiment-là. Le village de Reiding a en fait gagné le concours contre une ville en Hongrie qui a voulu aussi créer quelque chose pour Franz Liszt en fait, parce qu'il a vécu là aussi. Et eux, ils sont réussis de recevoir
suffisamment de subventions européennes pour faire une salle de concert dans un village de 600 habitants, il faut dire, 600 habitants. Et la salle de concert peut prendre 600 spectateurs, c'est-à-dire tous les villages peuvent écouter la musique de Franz Liszt, disons. Bien sûr, il y a des autres raisons, parce qu'il y a des festivals de musique, etc., pour faire la salle de concert là. Mais c'est assez intéressant parce que une salle de concert, c'est quelque chose qui est créé pour les villes dans le 19e siècle, dans la culture urbaine en fait. Et maintenant, avec les moyens européens, on peut construire des salles de concert dans de petits villages, par exemple ici en Autriche. Bien sûr, le budget était très serré et l'ambition était très haute. C'est comme l'habitude dans le secteur culturel. Le maître d'ouvrage ont toujours une grande bouche, ils veulent tous. L'ambition était ici le Wiener Musikverein, une acoustique supérieure en fait, et en même temps le budget et la réalité budgétaire comme des grands ensembles en Pays-Bas, on pourrait dire. Et voilà le projet. En fait, le plan MAS, aussi en Autriche, de PLU est tellement compliqué. La ligne pointillée ici montre la limite de la parcelle où on a pu construire. Le bâtiment touche sur deux côtés cette limite. Même dans un tel village, c'est tellement restreint. Et ici, le bâtiment où Franz Liszt était né. Et le plan, en fait, encore une fois, la même histoire, très compact, très épais, le plus épais qu'on a pu faire, avec la salle au milieu, le foyer développé autour de la salle, en fait. Il y a plusieurs typologies classiques dans le secteur de salle de musique. Et on a choisi ce type de foyer en relation avec la salle. Et il y a deux étages. Le premier, le R+1, c'est le foyer ici. Et il y a des espaces pour les musiciens pour se préparer. Il y a des espaces techniques, des bureaux, etc. Et la salle a deux niveaux aussi, avec un balcon autour de la salle, en fait. Aussi ici, on a commencé avec une stratégie budgétaire. Comment est-ce qu'on peut réaliser un tel projet, déjà dans le concours, comment est-ce qu'on peut réaliser un projet avec un tel budget, avec une telle ambition, et on fait toujours des définitions très claires, quelle partie du bâtiment doit être coûteuse et quelle partie doit être absolument moins coûteuse pour achever un projet vraiment réaliste. Et donc, oui, l'acoustique, la salle elle-même, on peut voir ici un peu. Oui, en fait, c'est la salle. Et il faut dire que c'était très marrant pour nous parce que dans le concours, il y avait 150 participants et que 10% ont eu une bonne acoustique. On peut penser, les architectes, ils s'en foutent, ils font un concours d'une salle de concert, mais ils ne reçoivent pas l'acoustique, et c'est bien sûr le but le plus important pour une salle de concert. Et en fait, c'est très simple de résoudre l'acoustique pour la salle de concert, une salle de chambre, en fait, salle de musique de chambre. On juste ouvre le Neufert et on regarde salle de musique de chambre, quelle proportion, qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est longueur 8, hauteur 5, largeur 5 et hauteur 3. Cette proportion, on doit juste suivre comme une loi, en fait. Et ça presque suffit déjà. À la fin, oui, il faut ajouter un balcon, mais aussi ça, c'est mentionné dans le Neufert. Et c'était très marrant, et c'était aussi assez marrant que parmi les trois lauréats, c'était que nous qui avons eu une bonne acoustique. C'était à la fin aussi la raison pour convaincre le maître d'ouvrage de nous donner la commande. Pendant les études et le chantier, on a eu une agence très bonne agence des acousticiens, une BET des acousticiens d'Allemagne qui ont vraiment gardé la qualité acoustique. Et c'est même si on a des distances de 10 cm plus loin ou plus court, et toute l'acoustique pourrait être complètement cassée.
C'est-à-dire il faut vraiment garder absolument les proportions de la salle pour assurer la qualité acoustique. En même temps, la couche de l'intérieur joue un grand rôle, en particulier dans ces cas-là, parce qu'il s'agit de double construction. La construction en bois à l'intérieur, en particulier les charges ou le poids des éléments, qui doit avoir 40 kg par mètre carré chaque panneau, 350 kg par élément en fait, et aussi le rythme de poutres et poteaux qui suivent les fréquences de la musique en fait, ou les fréquences acoustiques qu'on a ici pour avoir une répartition optimale pour la musique. Et bien sûr, la question comment traiter les techniques, parce que dans un tel projet, on a des conditions complètement différentes que des bâtiments du 19e siècle où on a pu juste faire un espace. Aujourd'hui, bien sûr, l'architecte est confronté d'avoir pas seulement l'architecte, mais aussi des autres ingénieurs qui ont une grande importance, en particulier l'ingénieur de fluide, qui veut bien sûr laisser entrer de l'air frais et extraire l'air frais, l'air utilisé. Et nous n'avons pas du tout l'idée d'accepter aucune grille, aucun élément technique dans cette salle-là. Et ça montre un peu comment on travaille, notamment d'essayer vraiment d'intégrer tous les besoins, les exigences techniques dans le moyen de l'architecture en fait. C'est-à-dire, dans ces cas-là, nous avons proposé de résoudre le besoin d'extraire l'air entre le panneau et les poutres qui portent le panneau en fait. C'est-à-dire, on a proposé aux ingénieurs de fluide de résoudre son besoin d'extraire l'air avec une distance de 10 mm. Et à la fin, l'ingénieur acoustique a juste dit, oui, 10 mm pour moi, c'est le maximum que je peux accepter parce qu'autrement, l'acoustique de la salle tombe, l'acoustique n'est plus acceptable parce que l'acoustique serait trop absorbante et l'acoustique de la salle de concert doit être réfléchissant en fait. Donc, à la fin, parce qu'en Autriche, les artisans sont très très bien, ils ont exactement résolu les 10 mm, pas moins, pas plus, avec des moyens en fait très bon marché. On a pris pour les panneaux acoustiques ça, ce sont des produits de Finlande, très bon marché, des bois collés dans des couches en fait, comme un triplex on pourrait dire, et c'est juste traité en courbe, parce que chaque panneau doit avoir une certaine courbe pour éviter des échos entre les panneaux en fait, qu'on ne voit pas. On n'a pas voulu de montrer ça en fait. C'est très décent, c'est très subtil. Et voilà, ici on peut voir la précision de l'exécution des entreprises autrichiennes qu'on a eues ici. Oui, aussi très marrant, les ingénieurs acoustiques ont testé les chaises, tous doivent être testés en fait concernant l'acoustique, et les chaises sans personnes et avec des personnes, ils sont juste fait le test si ça marche ou pas, et à la fin, oui, ça marche très bien, et oui, le radio autrichien fait toujours des choses là, et il y a beaucoup de CD qui sont comment dire, produits dans cette salle-là. Voilà quelques images. Deuxième partie, le foyer. Pour le foyer, on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut jouer avec le fait qu'on n'a pas l'argent de faire un bâtiment complètement vitré, parce qu'on a voulu au début, comme l'habitude, de faire beaucoup de vitrage, parce qu'on pense que c'est vraiment une grande qualité, en particulier dans un tel endroit avec, oui, cette pelouse-là et les arbres et tout ça, c'est très chouette là. Et on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut faire les vitrages?
et on a pas mal fait des expériments avec des vitrages acryliques avant déjà, pas réalisés mais dans des concours. Parce que l'acrylique, c'est un matériau très très particulier parce qu'on peut théoriquement ou aussi pratiquement faire il y a des éléments sans fin. On peut voir des éléments très très larges dans des aquariums, comme par exemple là, qui sont bien sûr énormes avec leur impact visuel. Et nous avons dit, oui, si on est forcé de faire une architecture complètement fermée ou très fermée, on peut se permettre que quelques vitrages. On dit, si on doit faire ça, on veut faire vraiment des vitrages qui sont très très convaincants. Et on a dit, on ne fait pas de vitrage en verre, parce que le verre a des limitations. Le verre arrête à 6 mètres dans la production standard, on pourrait dire 6 mètres x 3,20. De temps en temps, maintenant, on peut faire de 12 mètres ou de 8 mètres, mais ce sont des exceptions en fait. Mais avec l'acrylique, on peut faire 18 mètres par exemple en longueur, pas de souci. Bien sûr, on a des soucis techniques parce que le matériau décale pas mal entre hiver et été, 6 cm qu'on doit prendre dans le cadre, dans la menuiserie. En fait, oui, des autres questions, comment transporter ça, parce que c'est pas mal, bien sûr, comme taille. Avec un hélicoptère, c'était pas comme ça à la fin, mais oui, des questions comme ça arrivent. Et à la fin, on a détaillé tout ça, considérant ce décalage potentiel du matériel. Le verre n'a pas un tel mouvement en fait, mais ici on a dû faire en fait des vitrages qui coulissent. C'est pas des vitrages qui sont vraiment pris par des fixations. Ce sont des vitrages qui sont en fait juste très, comment dire, ils coulissent en fait sur une base plastique pour éviter chaque forme de fixation qui peut causer de craques de vitrage. On est arrivé sur le chantier avec les vitrages, et aussi ça c'était très très bien fait par les entreprises autrichiennes. Chaque détail est bien élaboré, tout le joie. Et bien sûr, juste pour montrer pourquoi on a fait ça, en fait, de l'extérieur, bien sûr, pour avoir une fenêtre claire qui, à la fin, fait la façade, mais de l'intérieur, bien sûr, aussi, comme impact spatial, on a ici l'idée que la maison de naissance de Franz Liszt presque fait partie du bâtiment neuf, qui rentre presque dans le foyer pour avoir cet effet spatial. Et voilà, l'acrylique de 18 mètres longueur, et avec de grandes portes qui peuvent ouvrir le foyer de 4 x 4 mètres. Et voilà, quelques images. Il y a 3 fenêtres acryliques, celui-là c'est avec la garde-robe, la vestiaire. Et la façade opaque, en fait, même question comme dans cette petite centre de jeunesse que j'avais déjà montré. Aussi ici la question comment est-ce qu'on peut faire une façade de enduit, peut-être qui n'est pas à la lettre enduit, qui est un peu différent, et on a découvert dans ces temps-là une couche polyuréthane qui est une technique de toiture en fait, et cette couche polyuréthane est juste mise sur une façade d'enduit en fait, qui permet de faire un détail de la toiture entre toiture et façade sans rien en fait. On n'a que cette couche polyuréthane qui couvre tout ça, qui permet d'éviter chaque autre détail, chaque autre élément. On a fait pas mal de tests pendant le chantier avec l'entreprise, et à la fin on peut voir l'effet ici. C'est juste en fait oui, une ligne fine. Le bâtiment apparaît comme un grand morceau de tofu, presque sans détail, sans rien en fait, qui nous plaît en fait beaucoup. On a vraiment réduit en fait les détails. En même temps, on a essayé avec cette idée de raciner aussi le bâtiment dans le contexte là, parce que le bâtiment là, il y a beaucoup de fermes, de granges, avec cette combinaison de bois et de
de plâtre, d'enduit à l'extérieur. Et comme ça aussi, oui, l'idée de raciner le bâtiment dans ce contexte et quand même peut-être avoir une certaine distance avec le contexte. Voilà le bâtiment. Oui, quelques images. Avec la porte ouverte dans ce cas-là. Et la troisième partie de projets publics de transformation, de rénovation. Oui, le premier projet qu'on a fait, qu'on a réalisé, c'est un petit musée au nord du Pays-Bas, c'est visible là. Quelques bâtiments abandonnés au nord du Pays-Bas, où on a juste proposé de faire de grands nouveaux éléments dessus les portes ou les ouvertures existantes. Et avec un espace, un espace muséal, intérieur en fait. Et ça c'était le premier projet qu'on a réalisé, des projets de transformation. On a réalisé aussi ça en Allemagne, un projet en Allemagne de l'Est, à la côté de la mer Baltique, une auberge de jeunesse, en fait un projet hitlérien du nazi. Qui était abandonné aussi depuis 1989, qui était une caserne dans le temps de l'Allemagne de l'Est. Et maintenant, on a juste fini un projet en Belgique, le Parlement de la communauté germanophone, très particulier comme contexte en fait, parce que la communauté germanophone se trouve en Wallonie, dans la partie francophone en Belgique. Un projet très particulier parce que la communauté germanophone est typiquement une région, un peu comme l'Alsace aussi, entre la partie francophone européenne et germanophone qui a changé plusieurs fois la frontière en fait. La dernière fois, ça, c'était après la Première Guerre mondiale. La France a demandé que cette partie d'Allemagne soit coupée et ajoutée en Belgique parce que la France a voulu créer plus de distance entre l'Allemagne et la France. Et comme ça, oui, on a maintenant la communauté, communauté germanophone en Belgique, avec en total 70 000 de gens répartis dans quelques petites villes et villages. Eupen, c'est la capitale, avec 20 000 personnes, une petite ville très, très marron, très charmant. Et ils sont une autonomie depuis 1984, un parlement, un gouvernement même pour 70 000 personnes, il faut dire. Il faut dire aussi que chaque ville, chaque village a quand même un maire, un parlement local, etc., etc. À mon avis, le degré de l'administration, c'est le plus haut en Europe, peut-être. Et eux, là aussi, ont le besoin d'avoir plus d'espace, un bâtiment plus généreux. Et ils sont organisés en concours pour utiliser ce bâtiment-là, qui est un sanatorium ancien, en cours du temps allemand, en fait, avant la Première Guerre mondiale, qui était abandonné pendant quelques années. Et à la fin, oui, le résultat, c'est ça maintenant, c'est avant et après. Avec l'idée que le bâtiment existant a reçu une salle d'assemblée qui joue un peu le rôle d'un socle en fait, parce que pendant le concours, la discussion c'était comment est-ce qu'on peut ajouter à ces bâtiments existants un nouveau bâtiment, et on a dit oui, on pourrait juste mettre un bâtiment à côté, mais c'est quoi en fait comme composition, ou derrière, c'était très modeste. Et avant le bâtiment, devant le bâtiment, c'était aussi un peu risquant parce que peut-être on peut juste détruire l'impression du bâtiment. Mais parce qu'on a ici cette colline, cette situation de colline, on a pu juste ajouter le bâtiment neuf devant le bâtiment comme un socle un peu plus bas que le bâtiment existant. Avant la rénovation et après la rénovation avec l'extension. Et oui, le plan masse avec le bâtiment existant et le bâtiment neuf.
dans un parc, on pourrait dire, ici en bois, un petit parc devant le bâtiment. Et en fait, oui, le niveau du rez-de-chaussée avec l'entrée principale, avec l'accueil, un foyer et plusieurs autres choses comme une petite bibliothèque et tout ça. Et un escalier central qui fait la connexion avec la salle d'assemblée qui se trouve ici, avec, oui, plusieurs fonctions, les journalistes qui se trouvent là et les traductions qui se passent là. Quelques autres espaces qui sont dedans, et dans la coupe on peut voir comment ça marche, la salle d'assemblée qui est connectée dans le sous-sol en fait du bâtiment existant avec un grand escalier qui fait la connexion entre les deux. Les étages en fait très conventionnels avec un couloir au milieu et des chambres avec des salles de réunion et tout ça. Et les choses qui sont plus intéressantes, ce sont des questions de la structure par exemple. Parce que le sujet des rénovations, c'est un sujet il y a pas mal compliqué en fait, parce que le bâtiment là est construit en 1918 et il a presque 100 ans maintenant. Mais malgré ça, aujourd'hui, une structure comme la structure des dalles, ce n'est plus faisable pour un ingénieur stabilité de le calculer, de l'estimer. Cette structure-là, c'est vraiment très aventureux, on pourrait dire, des éléments en béton préfabriqués qui sont connectés avec quelques fils métalliques, c'est tout. L'épaisseur de cette dalle, c'est 15 cm. Et bien sûr, les ingénieurs ont commencé le projet disant qu'il faut démolir toutes les dalles, rénover, faire des dalles neuves en béton, parce que ça n'importe pas. Et bien sûr, si on a dit oui, on a pu arrêter le projet parce qu'il n'y avait plus de budget en fait. Et on a dit oui, il faut vraiment traiter chaque dalle, chaque plancher différemment. Juste poser la question, est-ce que ce plancher est vraiment à changer, ou est-ce que peut-être avec un certain renforcement on peut le garder, ou est-ce que le plancher suffit comme il est, parce que peut-être ça serait acceptable, et comme ça on a pu réaliser le projet à la fin. Un autre sujet très intéressant, ce sont toutes les questions d'éthique technique spéciale, toutes les gaines et tout ça. C'est vraiment la folie. On a dû réaliser dans un bâtiment quasiment 19e siècle des installations contemporaines, parce que le maître d'ouvrage a voulu être très durable en fait, parce que d'être durable veut dire aussi qu'il faut ajouter beaucoup des installations, traiter l'air et tout ça. Et dans ces cas-là, on a dû percer le bâtiment comme un fromage suisse en fait, avec en total plus que 500 trous dans le mur et dans le plancher existant pour réaliser toutes les gaines nécessaires. Et on peut se poser la question si le bâtiment est encore le même qu'avant en fait. L'état avant la rénovation avec des chambres comme ça et une façade prévue comme ça pendant les études, et il y avait des tests avec des fenêtres qu'on a choisi. On a dû trouver une traduction des fenêtres originales, mais bien sûr, on ne peut pas faire des fenêtres originales avec un tel budget. Il faut traduire l'apparence de ces fenêtres originales dans les moyens qu'on a aujourd'hui, avec des profils plus épais et tout ça. Bien sûr, il a fallu aussi isoler le bâtiment de l'extérieur, parce que le bâtiment n'était pas classé en fait. Et c'était aussi un souci pas mal pour nous, pour trouver une stratégie. Les couloirs existants. Et après la rénovation, l'intérieur, les couloirs rénovés avec de faux plafonds pour cacher toutes les gaines en fait. Il y a une collage de matériaux avec, comment ça s'appelle, le pierre pour la toiture, les ardoises et le crépi, l'enduit et la façade du bâtiment neuf. Qui en fait est réalisé avec cette structure-là, qui est une façade végétalisée. Et pourquoi végétalisée? Parce que
on se posait la question, qu'est-ce qui pourrait être le concept pour les bâtiments neufs? Parce que le bâtiment neuf, en combinaison avec le bâtiment existant, en fait, c'est quoi, hein? Parce qu'on regarde beaucoup de la toiture de ce bâtiment neuf et on pourrait faire un bâtiment avec une toiture végétalisée et avec des façades en béton ou pierre naturelle ou quelque chose comme ça. Mais ça, on a trouvé un peu ennuyant et conventionnel. Et on a pensé peut-être on pourrait faire un objet paysagiste, un objet paysage peut-être, qui est en même temps en bâtiment. Et comme ça, on s'est posé la question, peut-être on pourrait faire un bâtiment qui est emballé complètement avec la même plante, avec le même système végétalisé dans la façade et dans la toiture. Aussi dans le coin du bâtiment avec le même détail en fait. Et maintenant c'est réalisé comme ça. Avec une salle d'assemblée qu'on voit bien ici, complètement en bois, que je montre tout de suite. La façade végétalisée qui change la couleur à cause de temps plus sèche ou plus humide. Ça dépend bien sûr de la pluie. Avec des portes aussi pas mal hautes, de 4 mètres hauteur, et la salle comme image. Et le concept de la salle, c'est aussi assez intéressant. Aussi ici, le même sujet, comment est-ce qu'on peut achever une architecture intégrée, qui trouve une synthèse entre les exigences techniques, en particulier la ventilation, l'acoustique et le traitement architectural. Et ici, on a proposé de faire des panneaux. Bien sûr, ça c'est une salle plus absorbante parce que là, on parle, c'est comme ici en fait. On doit avoir une qualité absorbante pour l'espace. Et on a proposé d'utiliser des petites pavés de bois qu'on utilise normalement pour le traitement des sols. Et on le colle sur une structure avec une distance de 3 mm entre chaque morceau. Et comme ça, on a beaucoup d'ouvertures qui assurent une qualité absorbante pour les panneaux en fait. C'est un élément qui n'existait pas dans le marché. Pour ça, on a dû le créer avec le maître d'ouvrage ensemble. On a fait des tests, on a demandé à une entreprise de faire de mock-up qu'on a pu tester avec un acousticien, et les conditions acoustiques sont très très bien à la fin. Et on a juste maîtrisé de réaliser avec toutes les exigences de faire des appels d'offres européens et tout ça, qui bien sûr ne permettent pas de décrire trop précisément un tel élément, etc., etc. Mais malgré ça, on a maintenant réalisé ça. On peut voir bien, par exemple, les tables qui sont très très compliquées avec l'intégration des techniques de ventilation et de l'acoustique, et bien sûr aussi de l'électricité et accès Internet et tout ça. Voilà les tables pendant le chantier. Aussi ici, en artisanat très très haute qualité. On a vraiment eu des entreprises qui ont fait vraiment une très haute qualité dans le bois, mais aussi les autres entreprises toutes très convaincantes. Et voilà la salle réalisée avec cette apparence en bois, avec les petites pavés en bois qui fait une structure très pixelée, on pourrait dire, avec de grandes ouvertures ici pour les journalistes, ici une grande vitrage qui fait la connexion entre la salle d'assemblée et le foyer derrière. Et bien sûr l'idée spatiale de cette salle d'assemblée d'avoir les vues vers le parc devant le bâtiment. Voilà. Et quelques détails. Et le foyer directement derrière la salle, avec de grands éclairages zénithaux, avec des vitrines sur tous les deux côtés, avec de grandes photos qu'on a mis là du bâtiment avant la rénovation. Et ici, les mêmes matériaux continuent. La vue vers l'extérieur du foyer, traversant la salle vers l'extérieur.
encore une fois, le foyer. Et oui, l'escalier qui fait la connexion entre le foyer en haut et le foyer en bas, en fait. Et on a intégré pas mal des autres éléments des escaliers qui sont existants en terrazzo, qui sont été déjà là. Le foyer en haut, dans le bâtiment existant, avec des vitrages courbés, en fait, la première fois qu'on a utilisé de verre courbé. Et des salles de réunion dans le bâtiment existant. Et oui, une salle de présentation dans le bâtiment existant qui se trouve dans le -1 en fait. On voit ici une cour anglaise. Et oui, le dernier projet que je veux vous montrer, c'est celui-là. C'est un concours gagné à Gand, en Belgique, le cirque d'hiver. En Europe, il y a, je pense, il y avait 16 cirques d'hiver. En fait, une typologie très marron. Comme ça, à Paris, à mon avis, c'est le seul qui est encore vraiment un cirque d'hiver. À Gand, ils ont eu aussi un cirque d'hiver, celui-là, qui était faillite déjà en 1923 à cause du cinéma, en fait. Et après ça, il y avait un mec qui a voulu ouvrir là un magasin pour vendre des voitures, qui a eu ce bâtiment pour 40 années. Le projet se trouve au centre de Gand, là. C'est vraiment au centre de Gand, avec juste plusieurs entrées. Le bâtiment est complètement invisible de la ville, complètement emballé dans un îlot, avec des entrées minimisées. Et comme déjà dit, l'histoire du bâtiment tellement marron, il y avait 2 cirques en fait. Le premier qui est visible ici, qui était complètement brûlé, et après ils ont refait le cirque, et après il était faillite. Et bien sûr avec un gradin en bois et tout ça, il y avait des éléphants et tout ça, directement au centre de la ville en fait. C'était vraiment, il y a des événements là, comme on peut voir ici, beaucoup de gens qui ont voulu voir ça. Après ça, comme déjà mentionné, Ghislain Mailly, le mec qui a commencé de faire un showroom pour des voitures, et il n'a pas seulement fait un showroom, mais il a commencé de faire une collection de voitures anciennes, de old-timers en fait. Il a créé à la fin la plus grande collection du monde, avec 1000 voitures dans ce bâtiment-là. Et la ville était assez bête de n'accepter pas son offre en 2007, si je ne me trompe pas, de donner la ville le bâtiment avec les voitures, avec toute la collection. Mais la ville a dit non, on ne veut pas. Et maintenant, la collection est répartie en Wallonie. Bon, oui, quelques exemples de la collection. Et lui, Ghislain Mailly, il a fait quelque chose de très important pour le bâtiment. Il a complètement changé le bâtiment. Il a juste construit beaucoup de rampes. Et avec toute cette rampe-là, il a juste fait le bâtiment accessible pour des voitures partout. En fait, il a construit une sorte de bâtiment comme le musée de Mercedes-Benz de UN Studio à Stuttgart. Mais juste peu à peu, pendant 40 années, il a changé complètement le bâtiment. De l'extérieur, une cacophonie, on voit rien en fait, de qualité de l'intérieur. On pense qu'il manque chaque forme de structure, on voit qu'une colline de structures construites. Maintenant, ils sont démolis ici des bâtiments pour construire une nouvelle bibliothèque, et ce bâtiment-là, il doit prendre un musée et quelques bureaux, et aussi une bibliothèque pour des aveugles et une salle de concert pour des concerts du rock en fait. Et oui, la question de la structure dans le sens que la structure du bâtiment, il y a en fait cette structure de terrassement, on pourrait dire, qu'on pourrait peut-être concevoir un petit peu. Et pour le reste, il faut dire qu'on doit vraiment travailler avec un concept situatif. Les entrées, par exemple, ils sont presque quasiment invisibles dans la ville. Ils sont très modestes.
Et avec ça, on doit trouver le bâtiment en fait. À l'intérieur, c'est incroyable qu'on trouve comme royaume, on pourrait dire, conditions spatiales. Il y a des espaces double hauteur, triple hauteur, plus haute, bien sûr, l'atrium avec le cirque lui-même, la même proportion comme le Panthéon à Rome, vraiment énorme comme espace. Les rampes de Gisela Mahi qu'on peut voir ici, qui accèdent tous les bâtiments. Il a ajouté aussi pas mal de bâtiments derrière ou autour de cette ancienne cirque d'hiver. Et on peut voir là comment ça apparaît en ce moment-là. Il a ajouté partout des espaces comme celui-là. C'était pour laver les mains. C'était un peu une salle de bain, on pourrait dire. Tout fait vraiment avec beaucoup de ambition dans les détails. Tous ces rampes sont vraiment bien faits. Chaque poutre est très bien faite. La qualité de béton est très haute, etc., etc. Les fenêtres, tout ça vraiment avec beaucoup des ambitions faites. En fait, il était un moderniste caché, c'est très belge, il faut dire. Les Belges, en Belgique, il n'y a pas presque un modernisme comme en France ou en Allemagne ou en Pays-Bas. Et lui, il a juste fait son modernisme dans ces bâtiments-là juste pour soi-même comme son truc très privatif, très privé en fait, pour sa collection de voitures, tout ça. Et tout ça s'était rempli par 1000 voitures, vraiment incroyables, toutes connectées avec des rampes, avec des petits escaliers. Et, la spatialité est vraiment intéressante parce qu'on trouve pas mal de villas Corbusier, par exemple, ou de villas comme de Gropius, par exemple. Toutes intégrées dans le même endroit. Oui, on peut faire 1000 de photos qui montrent de telle qualité. Les rampes, une station-service même intégrée dans le bâtiment. Ruiné, bien sûr, maintenant, c'est en mauvais état. La station-service, ils sont déjà volus, un de ces éléments. Et voilà, et il y a des zones où Gisela Mahi n'est pas arrivé. Par exemple, ici, c'était les zones où les animaux ont été nourris pendant le temps du cirque, et on a trouvé encore de la paille là. C'est vraiment incroyable. C'est la paille de 1923 en fait. Les espaces sont jamais en fait occupés, utilisés pendant ce temps-là. Ça, c'était la rampe des olifants. Et à la fin, notre concept pour gagner le concours, c'était aussi un concours, était de dire oui, tout ça a une très très haute qualité, et le grand risque qu'on a dans un tel projet, c'est qu'avec toutes les exigences des pompiers, de faire des compartiments incendie, sortie de secours, les installations, le fluide et tout ça, il faut juste défendre le projet, le bâtiment contre tout ça en fait. Il faut trouver des moyens, comment on peut régler toutes ces exigences le plus modeste possible. Et on se dit que la qualité est déjà là. Le rôle de l'architecte, c'est un rôle très modeste. L'architecte doit faire presque rien ou quasiment rien. Et on a pris beaucoup de photos, et on a juste pris un stylo et on a dessiné au-dessus du photo la situation neuve, et en dessous on a les photos qui montrent la situation ancienne. On a essayé par détail de vraiment juste faire que une vitrage là ou une vitrage là qui fait la répartition pour les compartiments de l'incendie par exemple, pour garder vraiment cette caractère spatial du bâtiment existant. Les programmes et dans le plan, c'est la folie en fait. Juste pour illustrer cette complexité, ça montre les espaces qu'on a là, ils sont complètement irréguliers. On n'a aucune régularité dans les espaces en fait. C'est plus compliqué de chaque bâtiment de Frank Gehry, peut-être même. Il y a des superpositions de poutres qui font comme ci, comme ça. C'est que
que la folie en fait. Et dans ce type d'espace, il faut remplir plusieurs fonctions qu'il faut négocier avec toutes les utilisateurs des bureaux, un musée qui est celui-là, une bibliothèque, et il y a des espaces communs et une salle de concert qui se trouve en dessous. Aussi, très intéressant la discussion de l'ambiance d'espace central en fait, parce que le maître d'ouvrage, c'est la ville de Gand qui se pose la question, quelle ambiance, quel caractère est-ce qu'on donne à cet espace-là? Bien sûr, nous voulons garder l'espace comme il est maintenant, mais quand même, il y a des activités, il y a quelques changements sûrement. Et c'est quoi en fait? Et on s'est dit peut-être c'est 40% de Tate Modern, 30% Mole Antonelliana de Turin, 20% de Museumscafé de Vienne et 10% de la Caballero Fabrik, c'est un bâtiment de bureau en Pays-Bas, parce que c'est un peu le mix des entreprises, des fonctions culturelles qu'on a dans ces bâtiments-là. Et la salle de concert qui se trouve dans le sous-sol en fait, en dessous du cirque, du espace central, creusé 8 mètres plus profond que le niveau existant en ces moments-là, pour assurer bien sûr une acoustique ou une protection contre le bruit de la musique pour les voisins, parce que le projet se trouve vraiment juste emballé par la ville, par l'îlot, par des voisins, par des logements. Et on peut voir comment ça marche ici. C'est vraiment creuser un grand trou au milieu de cet espace central et après c'est refermé pour créer en fait un bunker pour la musique, qui est accédé sur le niveau de la rue ici, parce qu'ici on a aussi de différences en hauteur. Le niveau de la rue c'est par là et le niveau de la rue là c'est par là, et comme ça on peut accéder quasiment sur le même niveau la salle de concert qui se trouve là, qui est ronde en fait, aussi pas mal comme challenge pour nous pour faire une salle de concert ronde avec des restaurants et des choses comme ça. Et le concept pour l'espace spatial, l'espace central, c'était aussi le sujet le plus important pour les concours. Et on s'est posé la question, quelle est la qualité des espaces, de ce type d'espace? Et c'est aussi assez marrant que tous les autres candidats du concours ont proposé de remplir quelque chose dans l'espace. Et nous avons dit non, mais il faut vraiment laisser vide, parce que cette vide énorme, c'est vraiment la qualité. Et il faut garder cette vide, il faut garder ça, parce qu'avec cette vide, on peut faire aussi dans l'avenir des choses. On peut parler peut-être aussi comme, par exemple, dans le musée Tate Modern à Londres, où maintenant il y a des idées comment remplir l'espace avec des objets d'art, etc., etc. Et en même temps, bien sûr, il y avait la question de la mise en scène, parce que le maître d'ouvrage attend quelque chose, qu'il se passe quelque chose dedans. Et nous avons proposé de faire une mise en scène maximale et en même temps une modestie maximale. Et comment est-ce qu'on a fait ça? On a proposé des rideaux énormes, en fait, qui sont des éléments, en fait, légers comme poids, comme charge, mais aussi légers comme moyen de mise en scène, qui ne sont pas fixes. On peut juste mettre les rideaux à côté si on ne souhaite plus d'avoir des rideaux. Et avec les rideaux, on peut faire aussi des projections. Et pourquoi des projections? Parce que le musée qui est dedans, c'est un musée de médias, en fait. C'est une collection de médias, la collection de médias flamandes, il faut dire. Et oui, pour ça, on a dit oui, c'est un rideau magique. Peut-être c'est aussi le revenu du cirque d'hiver, une mise en scène avec des moyens contemporains. Et voilà, c'est un peu ça. À la fin, juste si vous êtes intéressé, nous avons publié un livre en 2012, c'est ça. C'est presque vendu maintenant, c'est fait avec Hatje Kans, un publisher allemand, et le livre est en allemand et anglais, avec beaucoup de textes, beaucoup de choses à apprendre, je pense, des histoires que j'avais racontées maintenant, mais beaucoup plus que ça. Et oui, c'est ça. Merci.
Merci beaucoup pour cette présentation très précise. Et j'ai une question tout simple, mais dans la présentation sur les logements, j'avais l'impression que le vitrage était légèrement teinté. Est-ce que c'est vrai ou c'est... On utilise, en Pays-Bas au moins, on a utilisé toujours des vitrages avec une couche protection soleil, mais bien sûr le vitrage le plus clair quand même. C'est en fait le vitrage le plus avancé on peut trouver pour ça. Mais c'est pas dans l'appartement, on ne le trouve pas comme une lunette ou sombre ou quelque chose comme ça. Ça apparaît juste normal en fait. C'est occulté avec une couche, mais c'est pas du tout comme dans les années 70 avec les vitrages bruns et tout ça. Mais le concept, en fait, protection solaire, c'est qu'on utilise des couches à l'extérieur en combinaison avec une occultation à l'intérieur, en fait. Et en Pays-Bas, on a des calculations énergétiques qui montrent que ça marche bien, en fait, avec les exigences. Justement, je voulais poser une deuxième question, mais tu as donné la réponse, c'est que souvent, les ingénieurs disent que les grandes surfaces vitrées posent un problème de surchauffe. Ouais. Et donc, par exemple, à Strasbourg, où on a des écarts de température très importants, les ingénieurs demandent souvent une protection solaire qui vienne en plus du vitrage. Ouais. La protection solaire extérieure en Pays-Bas, c'est pas faisable. Avec 800 € par mètre carré brut, on ne peut pas payer simplement. Mais heureusement, dans la réglementation néerlandaise, ce type de concept est possible en fait. Et en fait, à la fin, ça marche très bien. On a fait des enquêtes avec les locataires, avec les gens qui ont aussi acheté le logement et tout ça. Et en fait, on n'a pas de complaintes. C'est aussi très intéressant parce qu'en Pays-Bas, bien sûr, c'est un pays, concernant le temps, un peu grise, hein, il pleut beaucoup. Et l'attitude des gens pour avoir des vues, c'est aussi, ou concernant par rapport au vitrage, c'est aussi de dire... si on a du soleil, on est très heureux d'avoir le plus de soleil possible dans le logement, parce que pendant l'année, on n'a pas beaucoup de soleil, en fait. Et ici, bien sûr, à Strasbourg, c'est plus au sud, et c'est un peu autre chose, peut-être. Mais c'est vraiment intéressant que la manière à penser des gens, c'est plus positif vers le soleil, en fait. Ce qui je trouve intéressant dans le travail, c'est cet export de culture. Moi, je suis aussi de culture allemande, j'ai aussi fait des études en Allemagne, donc, et comme on a ici aussi à Strasbourg un peu cette double culture, alors la culture allemande, la culture française, et vous êtes encore plus complexe parce que vous avez culture allemande en Hollande et vous travaillez en plus en Belgique et en Autriche. Alors, comment vous fonctionnez en termes de l'agence? Alors, est-ce que vous avez pour chaque projet donc un interlocuteur qui est d'origine de ce pays? Par exemple, pour le projet autrichien, c'est un chef de projet autrichien. Ou comment vous vous mettez un peu en accord avec la culture et en même temps toujours un peu ce regard un peu de l'extérieur et qui met en cause et qui transpose un peu cette façon de faire comme on connaît et on connaît en même temps pas vraiment. Hein. Oui, en fait, c'est un peu, c'est un peu l'essence ou le cœur de notre agence en fait. Nous avons maintenant, en ce moment-là, nous sommes 21 ou 22 personnes et de 7 nationalités en fait. Et on a de toute façon toujours de gens qui parlent la langue maternelle du pays où on travaille en fait. Et jusqu'à maintenant, on n'a que travaillé dans des pays où on parle la langue. C'est soit Oliver ou moi qui parle la langue. En fait, on a travaillé jusqu'à maintenant dans le contexte néerlandais, germanophone ou français maintenant. On a évité l'Angleterre aux États-Unis parce qu'on n'aime pas trop la culture de bâtiment là. On pourrait, comme langue, on pourrait le faire, mais on n'a pas fait en fait. Et comme ça, interne, on a, oui, pas mal d'expertise culturelle pour l'appeler comme ça, pour juger des concepts en fait. Et
Oui, ça c'était pas un but juste soi-même, c'était développé naturellement parce que Oliver et moi nous sommes des étrangers en Pays-Bas, on a commencé comme ça, on a à la fin trouvé une architecture qui est peut-être un croisement entre la culture allemande et nos expériences, nos premières expériences comme jeune mec en Pays-Bas, comme jeune architecte en fait. Et oui, avec cette base, on maintenant essaie de faire quelque chose pareil en Europe. Et comme ça, oui, on est vraiment une agence européenne, je pense, parce que oui, la condition européenne, c'est vraiment quelque chose pour nous, ça marche très bien. Sauf en Allemagne, ça ne marche pas trop, il faut dire, parce que... Et pourquoi? Oui, parce que nous sommes des Allemands et c'est juste pareil. À la fin, nous sommes, je pense, très Allemands dans le sens que nous sommes très précis, on aime beaucoup cette précision des ingénieurs aussi, on aime beaucoup les détails et tout ça. À la fin, nous ne sommes pas peut-être tellement différents que les architectes en Allemagne, parce qu'il y a beaucoup d'architectes en Allemagne qui sont comme ça. Il y a des grandes différences entre nous et les architectes qui sont là, je pense, mais qui sont très difficiles à communiquer dans un concours. En particulier, nous avons beaucoup de problèmes dans les concours parce que notre architecture est quelque chose de très difficile à communiquer parce qu'elle est tellement simple. Tout le monde pense, c'est très rigide et quoi, c'est rien, c'est nul en fait. C'est très ennuyant, hein, mais à la fin, quand c'est réalisé, tout le monde voit bien, c'est vraiment quelque chose parce que les proportions et tout ça, ça marche bien. Et c'est même plus compliqué de le communiquer en Allemagne parce qu'en Allemagne, les architectes ont une grande, problème d'identité. Les Allemands, avec leur guerre et tout ça, et les intellectuels sont échappés dans le temps des nazis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant même, et en Allemagne de l'Est en particulier, pendant le temps de l'Allemagne de l'Est, du communisme, encore beaucoup de gens sont échappés. Et oui, l'identité allemande, c'est quelque chose de très complexe et dans les arts, ça marche bien. Il y a, je pense, des peintures vraiment allemandes qui est vraiment bien et qui ne jouent pas un autre rôle, qui est juste authentique en fait. Mais dans l'architecture, c'est pas du tout comme ça. Les Allemands n'ont pas une architecture allemande. Je pense, nous, comme étrangers, comme des Allemands expats, nous sommes beaucoup plus Allemands que les Allemands qui sont restés là. Et on peut juste être Allemand et étranger, parce que si tu essaies d'être Allemand en Allemagne, tu es quasiment un nazi, ou tu es un peu douteux, quoi. Et c'est aussi assez marrant, parce que si on regarde par exemple l'œuvre de Mies van der Rohe, c'est aussi assez marrant, parce que quand il était encore en Allemagne, il a fait en fait une architecture comme en Pays-Bas, en fait, de style. Il était très impressionné par des styles. Par exemple, le pavillon à Barcelone, c'était vraiment des styles, en fait. Bien sûr, il a fait quelque chose de différent, plus royal, plus généreuse, les proportions et tout ça. Mais il est juste devenu classiciste quand il était aux États-Unis. Et là, il est vraiment devenu allemand, je trouve. Et c'est quelque chose dans l'identité allemande, c'est comme par exemple Kohlhoff. Il est regardé, il est maintenant vu en Allemagne comme un nazi, un fasciste en fait, parce qu'il est aussi un peu bizarre, je trouve. Mais en fait, il est vraiment allemand, je trouve. Et ça, c'est un peu les conditions bizarres en Allemagne. Et pour ça, en Allemagne, il y a beaucoup d'architectes qui juste essayent d'être un peu néerlandais, comme pendant les années 90, ou japonais, ou quoi, mais pas du tout allemand. Cette identité, c'est complètement dérangé, c'est complètement perdu en fait. Donc ça veut dire si on veut retrouver son identité, il faut aller à l'étranger. Pour les Allemands, je pense que c'est comme ça. Oui. Oui, pour les Allemands, et la question serait presque, est-ce que c'est pas valable un peu pour toutes les cultures, parce qu'on se recentre sur l'essentiel qu'on a vécu aussi soi-même en termes de formation. Et après on compare avec ce qui se passe ailleurs. Comment on fait de l'architecture et comment on met en œuvre aussi. Oui, et exactement. Après, on comprend mieux, chez moi, ou comme j'ai appris, on était quand même un peu plus le détail, ou moins sur le concept. Ou, voilà,
toujours cette différence qu'on constate quand on va à l'étranger. C'est pas la même manière comme on travaille. C'est pas un jugement, hein, c'est juste une façon de faire autrement. Exactement. Et on a l'avantage de l'étranger qui a une distance. Et ça, on aime beaucoup. On a découvert que c'est beaucoup plus intéressant que travailler en Allemagne où on connaît très bien tous. C'est pas intéressant comme base pour nous, en fait. Et oui, on se compare toujours avec les filles turques. Les filles turques qui viennent de Istanbul, Istanbul, c'est une ville très ouverte. Là-bas, on ne voit pas de filles avec des tissus qui couvrent les cheveux et tout ça. Et s'il arrive à l'ouest, il commence d'être très musulman et des choses comme ça. Et on a pas mal de gens en Pays-Bas aussi qui juste deviennent islamistes presque parce qu'ils sont en étranger en fait. C'est un effet qui est peut-être dans toutes les cultures en fait. Aussi, nous avons une collaboratrice française qui déteste en fait le temps en Pays-Bas parce qu'il pleut souvent et qui complaint sur tout ça et elle juste commence à cuisiner comme fou parce que la cuisine là est nulle en fait. Elle découvre en fait, je pense aussi sa culture française parce qu'elle est maintenant étrangère, etc. C'est pareil en fait. Pas de questions? Alors merci pour cette belle conférence et pour la précision en fait du propos. Je trouve que c'est très utile de montrer les détails par exemple, parce que c'est ce qui fabrique finalement l'architecture. Et sans ces détails, on pourrait dire que votre architecture aurait sûrement une qualité moindre, c'est-à-dire elle est indissociable en fait de cette réflexion du détail. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant, quoi. Et merci. Merci.